L'iceberg de Hunter x Hunter, ce contenu caché du manga incroyable de Yoshihiro Togashi est tellement dense qu'il pourrait couvrir sans problème les vastes terres du continent caché. Dans la première partie, l'iceberg de Hunter x Hunter nous avait dévoilé l'origine du clan Kuruta, le lien entre Zig et Ma Zoldyck, ou encore le parallèle entre Jésus et Kuroro Lucifer. Et malgré ce gros épisode riche en informations, il nous reste encore de nombreux blocs mystérieux à explorer dans les méandres de l'iceberg. Salut à tous, c'est Hunter404 et aujourd'hui on va replonger ensemble dans les abysses de l'iceberg de Hunter x Hunter. Pour ceux qui découvrent les icebergs YouTube, je vous recommande vraiment après cette vidéo d'aller voir mon premier épisode iceberg Hunter x Hunter juste ici. Dans l'épisode précédent, j'avais expliqué un peu plus en détail ce qu'était une vidéo iceberg sur YouTube, ainsi que ma façon personnelle d'appréhender celui de Hunter x Hunter. Le nombre d'informations étant absolument gigantesque, j'avais pris la décision non pas de survoler rapidement chaque élément dans une seule grosse vidéo, mais plutôt d'expliquer et de développer au maximum une seule information cachée par palier, ce qui revient à disséquer avec soin 5 blocs de l'iceberg. Si les épisodes iceberg vous plaisent, n'hésitez pas à balancer un pouce de naine, à vous abonner et surtout à activer la cloche de notification. Vous imaginez pas à quel point ça aide la chaîne à se développer. Et pour ceux qui veulent voir ou revoir le premier épisode iceberg de la série, pas de soucis, je mettrai le lien à la fin de la vidéo. Il est maintenant temps pour cet épisode 2 de s'immerger à nouveau au plus profond de l'iceberg gigantesque de Hunter x Hunter. On commence par effleurer doucement la surface de l'iceberg en abordant les informations mystérieuses autour de Jairo, qui est probablement l'un des personnages les plus étranges et énigmatiques de Hunter x Hunter. De manière générale, toutes les données concernant Jairo sont plutôt accessibles sur internet. D'ailleurs, pour la plupart des gens, Jairo fait partie des personnages que Togashi a laissé volontairement de côté comme Razor ou Leryū. Cependant, si le personnage de Jairo est si controversé au point de figurer dans l'iceberg de Hunter x Hunter, c'est en partie à cause d'une scène du manga qui a été supprimée de la version animée. Au cours de ce passage, on aperçoit Jairo marchant dans la rue et qui croise complètement par hasard le chemin de Gon et de Killua avant de quitter la ville. Cette scène peut sembler anodine, mais le truc assez choquant à ce moment-là, c'était de voir à quel point le narrateur insistait de ouf pour présenter Jairo comme étant potentiellement le futur méchant ultime de Hunter x Hunter. Déjà, dites-vous qu'à la base, tout le monde trouvait déjà étrange le fait que Togashi ait pris la peine de raconter l'enfance de Jairo, qui plus est d'une façon très précise et plutôt intime sur un chapitre entier. Parce que oui, c'est clairement bizarre de teaser de ouf le passé d'un personnage, qui au final n'a absolument eu aucune incidence sur l'intrigue de l'arc des fourmis chimères, et qui en plus n'a jamais refait son apparition par la suite. Donc forcément, ce passage supprimé a renforcé de dingue la sensation de forcing venant de Togashi, qui veut nous faire comprendre que Jairo pourrait revenir dans Hunter x Hunter en tant que méchant ultime. Parmi ceux qui soutiennent cette théorie, l'argument principal reprend le cas de Jairo comme étant un fusil de Tchekhov, un concept philosophique dont le principe est supprimer tout ce qui n'est pas pertinent dans l'histoire. En gros, si dans le premier acte vous dites qu'il y a un fusil accroché au mur, alors il faut absolument qu'un coup de feu soit tiré avec ce fusil au second acte. Dans les faits, cela revient à dire que si Togashi met autant en avant la future menace que va devenir Jairo, alors c'est que son personnage fera bel et bien son retour par la suite. Et ce qui va donner une certaine crédibilité à cette théorie, ce sont d'autres informations sur Jairo sorties tout droit de l'iceberg, en particulier le fait que peu de gens savent que Jairo va probablement posséder l'une des plus grandes puissances de combat de Hunter x Hunter. Parce qu'effectivement, le passage de Jairo supprimé de l'anime le présente comme étant complètement indemne. Malgré le fait qu'il soit devenu une fourmi chimère, il possède toujours son propre libre arbitre en plus de ses souvenirs, et il est même le seul du manga à avoir conservé intégralement son apparence d'origine. L'explication donnée par le narrateur est que Jairo nourrit une ambition et un désir tellement ardent de voir l'humanité souffrir que sa haine a été suffisamment puissante pour préserver son corps et son esprit de tout processus de contrôle physique et mental. On a vu ce qui s'est passé dans le cas de Kaito qui était de base très fort, alors pour qu'un simple humain soit assez puissant pour transcender et influencer lui-même son propre stade de fourmi chimère,
Je vous laisse donc imaginer la puissance que Jairo développera lorsqu'il apprendra le Nen. Si l'on descend maintenant d'un palier sous la surface de l'iceberg, on commence à retrouver des traces d'informations concernant une théorie assez amusante, selon laquelle notre ami Tonpa aurait fait office d'examinateur caché au cours de l'examen Hunter que passent Gon et les autres. A la base, tout examinateur que l'on peut apercevoir au cours de l'examen dispose obligatoirement de sa licence de Hunter et doit probablement aussi justifier d'une expérience minimum dans le milieu afin d'être engagé. L'examen Hunter étant extrêmement difficile à réussir, cela veut donc dire que chaque examinateur disposait déjà de base d'une puissance relativement grande pour occuper ce poste. Sauf que, quand on repense au personnage de Tonpa, cela semble difficile à croire qu'il puisse faire partie de l'examen, étant donné que toutes ses actions ont montré qu'il possédait une puissance extrêmement faible. D'ailleurs, quand on cherche un peu plus loin dans l'iceberg, l'argument principal qui refait souvent surface pour contrer cette théorie est que Tonpa a passé pas moins de 36 fois l'examen Hunter sans jamais le réussir. Alors effectivement, à première vue, ces innombrables échecs ne semblent pas vraiment plaider en faveur de la théorie, et pourtant le truc assez amusant, c'est que c'est justement sur la base de ces dizaines de tentatives ratées que va se construire toute la théorie de Tonpa examinateur. Pour mieux comprendre là où je veux en venir, il faut essayer de prendre le problème à l'envers. Si on sait que l'examen Hunter est tellement difficile qu'une seule personne sur 10 000 arrive à réussir l'examen, et que de nombreux candidats meurent ou finissent gravement blessés, est-ce que justement vous ne trouvez pas ça complètement aberrant qu'un personnage comme Tonpa, de base considéré comme faible, réussisse à survivre et même à se représenter chaque année à l'examen Hunter? Parmi tous les morts et les blessés, ce sont pas vraiment des candidats débutants, mais plutôt des combattants aguerris. Donc pour le coup, ça semble vraiment incohérent qu'un personnage supposé nul puisse survivre aussi longtemps et aussi facilement à 36 examens Hunter successifs, et tout ça sans même garder aucune blessure ni séquelle. En d'autres termes, survivre à une session de 36 examens Hunter d'affilée, sans même garder une seule blessure, eh ben c'est un véritable exploit qu'il est impossible d'accomplir sans être un personnage puissant. D'autant plus que je tiens à rappeler que Tonpa a passé son premier examen Hunter à 10 ans, ce qui revient à dire que même en ayant 2 ans de moins que Gon, il avait déjà réussi à survivre à l'examen et à se représenter l'année d'après. Il est aussi important de préciser que l'association Hunter est connue pour embaucher des juges, comme le capitaine ou la vieille dame, qui ont pour but d'éliminer un maximum de candidats avant l'examen principal. Même si les examinateurs sont censés changer chaque année, cela ne paraît pas impossible qu'une place de testeur de nouveau soit attribuée chaque année en secret à Tonpa, qui, au passage, je le rappelle, est aussi connu sous le nom de casseur de nouveau. Même si cela reste une théorie venant tout droit de l'iceberg, je ne peux pas m'empêcher de repenser à toutes les fois où Tonpa a effectivement pu donner des conseils déguisés sur des choses importantes, ou encore d'imaginer que Tonpa a forcément participé à la session de l'examen dans laquelle Jin est devenu Hunter. En descendant encore plus profondément dans l'iceberg, il fallait bien sûr s'attendre à tomber sur des informations cachées concernant le personnage le plus puissant et le plus mystérieux de Hunter x Hunter, j'ai nommé Don Fricks. J'avais déjà longuement parlé de l'ancêtre de Jin et de Gon dans ma série de vidéos sur les calamités du continent caché, que je vous conseille d'ailleurs d'aller voir ou revoir. On connaît déjà très peu de choses sur Don Fricks, mais là cette théorie vient vraiment frapper fort, en expliquant qu'il pourrait être le tout premier président de l'association des Hunters. Le premier détail que les gens ont trouvé assez intriguant est que Don Fricks est parti en voyage sur le continent caché il y a de cela 300 ans. Et chose bizarre, le dernier examen Hunter à avoir eu lieu était le 289e, ce qui revient à dire que le tout premier examen Hunter, et possiblement l'association Hunter elle-même, ont été créés une dizaine d'années après que Don Fricks ait traversé le lac Mobius. Cela laisse donc deux possibilités. La première suggérerait que Don Fricks avait déjà élaboré à l'avance l'association Hunter, sa fonction et les règles qui la régissent au sein de la société, ainsi que l'examen d'entrée. Il aurait ensuite confié le développement concret de l'association Hunter au vice-président,
une mise en place qui, dans les faits, aurait effectivement pu prendre une bonne dizaine d'années. La deuxième possibilité proposerait que Don Fricks, à l'image d'Isaac Netero, serait revenu du continent caché une dizaine d'années après son départ et se serait inspiré de son voyage pour ériger l'association des Hunters avant de repartir sur le lac Mobius. Cette deuxième solution est souvent prise bien plus au sérieux dans l'iceberg car elle se base sur un parallèle assez curieux entre le voyage de Don Fricks sur le continent caché et l'examen Hunter. Le voyage de Don Fricks et l'examen Hunter ont pour point commun de représenter un test de survie très difficile, pour l'un sur le continent caché, pour l'autre par des épreuves. Mais encore avant cela, cette phase finale est précédée d'un trajet qui nécessite une sorte de navigateur ou de guide pour conduire le candidat sur le lieu du test. On retrouve encore une fois une sacrée coïncidence avec le gardien de la porte qui fait lui-même office de guide entre le lac Mobius et le continent caché. Il existe enfin une dernière raison, clairement la plus importante, qui pousse à croire que Don Fricks a été le premier président des Hunters. Il s'agit du livre qu'il a rédigé sur la partie est du continent caché, intitulé « Récit du voyage vers le Nouveau Monde ». Il faut bien comprendre qu'avant le moment où Don Fricks a transmis son ouvrage à l'association des Hunters puis au V6, personne n'avait connaissance de l'existence du continent caché, ni même de ce qu'il renferme. Étant donné que le livre de Don Fricks a déclenché une vague d'expéditions sur les centaines d'années à venir, cela signifie que les informations qu'il contient ont été instantanément prises au sérieux par les organisateurs des voyages, c'est-à-dire l'association des Hunters et le V6. Or, je pense que vous conviendrez que si Don Fricks était inconnu au bataillon, ou plutôt ce qu'on pourrait appeler un random, son livre n'aurait absolument eu aucune portée ni aucune influence, et le peu de personnes qui auraient lu son contenu l'auraient clairement pris pour un fou. Donc, si l'ouvrage de Don Fricks a été directement accepté et pris au sérieux, alors ça veut dire que Don Fricks bénéficiait déjà d'une grande crédibilité et d'une immense influence aux yeux de l'association Hunter et du V6. Il y aurait donc fort à penser que la raison de la crédibilité octroyée à Don Fricks viendrait de sa haute position dans la société, en tant que premier président des Hunters. Cela ne serait d'ailleurs même pas étonnant que Don Fricks ait créé l'association des Hunters dans le but de rendre possible et de faciliter les futurs voyages officiels vers le continent caché, association dont une grande partie du règlement a pour but de faciliter les trajets des Hunters dans le monde entier. On commence maintenant à atteindre une zone très profonde de l'iceberg qui correspond à des informations de Hunter x Hunter très difficiles à trouver sur internet. Ce tiers 2 sera un peu plus court que les autres, mais n'en sera pas moins intéressant car on aborde maintenant des données quasi secrètes concernant la brigade fantôme. Dans le dernier iceberg, on avait vu par exemple le nombre hallucinant d'éléments qui montraient que Kuroro Lucifer était la représentation de l'Antéchrist. Cette fois-ci, ce bloc perdu de l'iceberg nous emmène faire un tour du côté du mystère qui plane sur la brigade fantôme, l'origine de leur tatouage. Chaque membre possède un tatouage en forme d'araignée dans lequel est inséré son numéro dans la brigade de 1 à 12. Une chose qui est d'ailleurs surprenante, c'est que beaucoup de personnes n'ont pas forcément compris pourquoi la brigade fantôme se fait appeler l'araignée, ni pourquoi elle en a fait son image. La symbolique de l'araignée dont chacune des 12 pattes et de la tête désigne un membre de la brigade est assez forte, et son origine semble se trouver dans les tout derniers scans du manga, pendant un flashback sur la jeunesse de la brigade fantôme dans la ville de l'étoile filante. Pour faire court, à la fin du flashback, Kuroro et les autres, qui viennent de perdre un être cher, prévoient un plan tactique pour tenter d'appâter des malfrats au sein de Meteor City, une décision stratégique mise en place sur des années entières qui s'apparente à une araignée qui tisse sa toile pour attirer ses proies dans son piège. Suite à cet événement, la brigade fantôme a commencé à constituer sa troupe et à devenir des maîtres du naine extrêmement puissants sur une durée étonnamment très courte et probablement sans même disposer d'un maître à cause de leur statut de paria. Et c'est à partir de là que les gens ont commencé à faire un rapprochement sur ce qui semble être un parallèle entre la situation de la brigade fantôme et celle d'un personnage bien connu qui n'est autre que Kurapika. Kurapika et Kuroro ont tous les deux perdu un être cher et se font chacun la promesse de ne plus jamais revivre leur traumatisme. Kurapika va chercher le moyen de devenir puissant en peu de temps
afin de pouvoir mener sa vengeance à terme. Kuroro de son côté va partir en voyage plusieurs années, au bout desquelles on le retrouve méconnaissable. Kurapika va utiliser la condition et le serment pour décupler son naine en utilisant sa haine comme moteur, mais a dû s'implanter de lourdes restrictions afin de canaliser ce nouveau pouvoir. Et c'est là que la théorie du tatouage d'araignée prendrait tout son sens, car Kuroro revient sans doute de son voyage avec un immense savoir sur le naine et avec un objectif qui ne le quittera plus jamais, protéger les autres membres de l'araignée. Le tatouage d'araignée qu'ils ont tous en commun aurait sûrement un but de protection et pourrait agir comme une forme d'accroissement du naine qui révèle tout le potentiel de la personne à partir du moment où il devient un membre officiel de l'araignée, ou qui augmenterait la puissance globale de chaque individu pour chaque membre de l'araignée qui est présent. Le truc vraiment intriguant, c'est de voir à quel point Kurapika, tout comme la brigade, ont réussi en commun à atteindre des sommets en très peu de temps concernant le naine, mais aussi de voir que les conditions lourdes de Kurapika s'apparentent également aux conditions de naine possibles de la brigade, du tatouage qui ne serait potentiellement efficace qu'en groupe, ou encore en passant par tous les règlements très stricts imposés dans chacun des membres de la brigade. On arrive maintenant à destination sous l'iceberg, dans les abysses les plus profonds de Hunter x Hunter. Les informations concernant cette partie de l'iceberg sont tellement top secrètes qu'elles deviennent extrêmement difficiles à trouver sur internet. Vous l'aurez compris, pour cette première place, c'est le continent caché qui est à l'honneur, une terre maudite, mystérieuse, qui abrite des entités étranges nommées les calamités. Et l'une des théories les plus bizarres que l'on voit tourner à son sujet concerne une potentielle 6e calamité qui ne serait autre que l'être humain. Si l'on remet un peu de contexte autour de cette bombe qu'on vient de lâcher au calme, il faut savoir avant toute chose que l'on a appris de la source de Beyond Netero lui-même, le fils d'Isaac Netero, que les êtres humains seraient originaires du continent caché. Ce n'est pas forcément une chose si étonnante, étant donné que l'on peut apercevoir une ville en ruine sur le territoire gardé par la calamité Brion, des vestiges qui devaient sans doute abriter une civilisation ancienne avant sa fuite ou sa destruction. Il est d'ailleurs plutôt curieux de remarquer que les seules traces encore visibles de civilisation antique se trouvent uniquement sur le domaine d'une calamité, connue justement pour utiliser des corps humains en guise de réceptacle. Le fait que les êtres humains proviennent à la base du même endroit que les 5 autres calamités est d'ores et déjà une piste prometteuse, mais c'est en s'intéressant aux trésors que les calamités gardent farouchement que cette partie de l'iceberg devient vraiment incroyable. On sait que Brion, Elbel, Papou, Zobae et Ai veillent chacun sur l'herbe médicinale, le nitrograin, la ghost stone, le métallion et le liquide primaire. Et si l'on considère l'être humain comme une calamité, vous ne pensez pas à un trésor qu'il pourrait défendre, une ressource inestimable et convoitée que les humains prennent soin de garder cachée. Bingo, le naine. Le naine s'apparenterait donc à une sorte de trésor semblable à ceux que gardent les calamités, mais qui serait affilié aux êtres humains qui en auraient la charge et dont la mission consisterait à le garder caché au sein de son espèce. On a d'ailleurs vu les catastrophes qu'il se passe et les répercussions sur le monde lorsque l'être humain essaie de s'approprier les autres ressources des calamités. Toujours dans le même esprit, cela ne vous fait pas penser à quelque chose, les catastrophes qui se sont produites lorsque les humains ont délivré le secret du naine à une autre espèce que la leur, à savoir les fourmis chimères. On en arrive donc à penser que lorsque le contrôle et le secret du naine échappent à la calamité que représentent les humains, des fléaux se produisent comme avec les autres. Un autre détail assez curieux est de constater que toutes les calamités possèdent une forme différente, humaine ou végétale, animale, humanoïde, psychique, inconnue ou même pas de forme du tout. Concernant les êtres humains qui représentent une calamité dans son ensemble, il s'agirait plutôt d'une représentation de milliards d'esprits qui convergent vers une intelligence collective. Enfin, le dernier argument en faveur de la calamité que représentent les humains consiste à montrer le fléau que l'humanité représente pour elle-même, en provoquant des catastrophes, en polluant la Terre, en s'entretuant, en d'autres termes, en creusant sa propre tombe et son propre puits de destruction. S'il s'avère que l'être humain représente finalement bien une calamité, il pourrait peut-être même s'agir de la plus dangereuse de toutes. Comme promis, je vous mets donc le lien de la première vidéo sur l'iceberg de Hunter x Hunter, n'hésitez pas à foncer la voir tout de suite. C'est la fin de cette vidéo, j'espère grave qu'elle vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu, un commentaire, mais surtout plus important, n'oubliez pas de vous abonner juste ici pour ne pas manquer les futurs épisodes. Merci beaucoup pour votre force, c'était Hunter 404 et je vous dis à très bientôt pour un nouveau combat.